Chers élèves, bonjour, content de vous revoir. Aujourd'hui, on va continuer à réaliser quelques autres activités pour mieux consolider les connaissances de la transmission de puissance avec transformation de mouvement. Cette séance est préparée et sera présentée par moi-même, M. Zoubair Ben Ahmed, enseignant en génie mécanique au lycée pilote Bourguiba de Tunis, encadré par M. l'inspecteur en génie mécanique, M. Lotfi Saïd. Je vais commencer par vous rappeler les objectifs à atteindre à travers cette séance. Le premier objectif, l'élève doit définir les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Le second, l'élève doit être capable de déterminer les caractéristiques d'une transmission. Commençons par l'analyse fonctionnelle externe de ces transmetteurs mécaniques. Comme d'habitude, la fonction globale doit être écrite à l'intérieur du rectangle. Notre fonction globale de ces transmetteurs, c'est transmettre une puissance en transformant le mouvement. Donc, la matière d'œuvre entrante peut être un mouvement de rotation qui va être converti en un mouvement de translation ou inversement. On a vu aussi quelques processeurs qui vont assurer cette tâche. Premier système qu'on a vu, c'est le système Vici-Crew. Le second, on a étudié le système Pignon-Kremer. Le troisième, on a étudié le système à excentrique. Le quatrième, on a étudié le système bielle-manivelle. Et enfin, on a étudié aussi le système à cam. Donc, aujourd'hui, on va réaliser 3 autres activités. La première activité, c'est le mini-compresseur. La deuxième activité, c'est un système de production de godets de yaourt. Et l'activité finale, c'est le dispositif d'avance de tour automatique à cam. Commençons par la première activité d'aujourd'hui, le mini-compresseur. Présentation du système, la figure animée ci-dessous et le dessin d'ensemble de la diapositive suivante représente un mini-compresseur. Il est utilisé généralement pour gonfler des objets ayant une chambre à air. La rotation de l'arbre moteur 3, animée par un moteur électrique, est transmise à l'arbre vilebrequin ou la manivelle 11 par l'intermédiaire de l'engrenage cylindrique 1-5. La rotation continue de la manivelle 11 provoque la translation alternative du piston 30 à l'aide de la bielle 16. Pendant la descente du piston, il se crée une dépression permettant d'aspirer de l'air ambiant à travers le clapet 22. Pendant la montée, l'air aspiré est refoulé à haute pression pour l'utilisation à travers le clapet 28. Voilà le dessin d'ensemble de ce mini-compresseur. Il est représenté à l'échelle de tiers. Travail demandé, en se référant au dessin d'ensemble du mini-compresseur, première analyse à faire, c'est l'analyse structurelle. On va compléter le schéma cinématique du mini-compresseur suivant les deux vues ci-contre, la vue de face et la vue de gauche. Commençons par la liaison entre la classe A et la classe B, la classe fixe si vous voulez, et la classe où on a l'arbre moteur. On sait que l'arbre moteur fait une rotation par rapport au support moteur, donc cette liaison, c'est une liaison pivot autour de l'axe X, qui se représente sous le symbole normalisé ci-contre. Passons à la liaison entre la classe C et la classe A, certainement entre le vilebrequin et le corps. Il existe, comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, les deux coussinets à collerette 12. Bien sûr, les deux coussinets guident le vilebrequin en rotation. Donc, certainement, c'est la liaison pivot. Maintenant, cette liaison elle-même se représente en vue de gauche sous une autre forme, c'est le symbole circulaire. C'est la liaison pivot suivant l'axe perpendiculaire au plan. Passons à la liaison entre la classe C et la classe D, c'est-à-dire entre le vilebrequin et la bielle. Donc, comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, l'existence d'un coussinet cylindrique. À gauche, on a un épaulement. À droite, on a un anneau élastique pour arbre. Donc, certainement, on peut faire la rotation, mais on ne peut pas faire la translation. Donc, certainement, c'est la liaison pivot suivant l'axe X, qui se représente en vue de gauche sous forme d'un cercle.
Passons à la liaison entre la classe D et la classe E, c'est-à-dire entre la bielle et le piston. Vous voyez l'existence de l'axe de pivotement 19 et l'existence si vous voulez, du coussin cylindrique 18. Donc, c'est une liaison pivot suivant l'axe X qui se représente en vue de gauche sous forme d'un cercle. Et enfin, passons à la liaison entre la classe E et le bâti, si vous voulez, la partie fixe. Vous voyez, c'est-à-dire entre le piston et sa chemise. On n'a pas une liaison en rotation, donc le piston peut faire la translation, mais en même temps peut faire la rotation. Donc c'est une liaison pivot glissant, qui se représente, que ce soit dans la vue de face ou bien la vue de gauche, le même symbole normalisé. Passons un petit rappel aux éléments constitutifs, à la terminologie, si vous voulez, des composants. On a des termes en général, termes généraux, et on a des termes en particulier sur les moteurs et sur les compresseurs. Comme vous voyez, la pièce verte qui va faire une rotation continue s'appelle manivelle. Mais pour les moteurs et les compresseurs, cette même pièce s'appelle vilebrequin. Passons à la pièce bleue, qui a deux extrémités, A et B. C'est la pièce bleue ici. Elle a deux extrémités qui n'ont pas le même mouvement. Donc, ça s'appelle bielle, mais en même temps, pour les moteurs et les compresseurs, ça s'appelle aussi bielle. Passons à la pièce numéro 3. Ici, la pièce grise, qui a un mouvement de translation alternatif. Certainement, cette pièce-là s'appelle le coulisseau, mais en particulier pour les moteurs et les compresseurs, on le nomme le piston. Passons à la pièce 4, c'est la partie fixe si vous voulez. Donc dans ce cas, la partie fixe s'appelle le bâti ou bien la glissière. Mais en termes particuliers pour les moteurs et les compresseurs, cette même pièce s'appelle chemise piston ou cylindre. Passons à d'autres terminologies. Pour la bielle, on a dit que la bielle se compose de deux extrémités. La première extrémité s'appelle tête de la bielle, c'est au point A. C'est la partie en contact avec la manivelle ou le vilebrequin. Le deuxième bout, la deuxième extrémité, qui est en liaison avec le piston, s'appelle, vous voyez, en B, s'appelle pied de la bielle. C'est la partie en contact avec le coulisseau ou le piston 3. Passons au mouvement possible. Vous voyez, le mouvement d'entrée ici, c'est le mouvement de rotation continue de la manivelle qui va provoquer une translation alternative du piston, un va-et-vient. Ce va-et-vient, ou bien cette translation alternative, a une course, a une distance, qui est la longueur de déplacement du piston ici, c'est la distance FG, qui est égale à C. Les points F et G sont appelés points morts, puisqu'il s'agit des deux moments où le piston s'arrête au bout de sa course, avant de repartir en sens inverse. Dans un moteur à explosion ou un compresseur, PMH, c'est le point mort haut, PMB, c'est le point mort bas. Bien sûr, notre manivelle possède un rayon. Entre O et A, c'est le rayon de la manivelle. Quelle doit être la relation entre le rayon de la manivelle et la course? Donc pour cela, on doit représenter le diagramme des espaces, puis on va tirer la course et sa relation avec le rayon de la manivelle. Donc la manivelle ici, c'est la pièce représentée en noir, la bielle 2, elle est représentée en bleu, le coulisseau 3, il est représenté en couleur rouge. Donc on a représenté les trois pièces dans la position initiale, c'est-à-dire à la position du point mort bas. Cherchons maintenant, avant de chercher la deuxième position, on va représenter cette position du point C à la position initiale, point 0. On a divisé
vous voyez le sens de rotation de la manivelle, c'est le sens horaire. Donc certainement, le premier temps, comme vous voyez ici, c'est la position numéro 1. Celle-là, c'est la position numéro 2, position 3, etc. On va chercher la position du point C du coulisseau après 1/12e de tour. On a divisé le tour de la manivelle en 12 secteurs égaux. Donc on va chercher la position de C. C'est pour cela on doit représenter la deuxième position des trois éléments. Tout d'abord, la manivelle 1 va occuper cette position. Avec un compas, vous allez tracer la longueur de la bielle pour trouver le point B. Et enfin, le coulisseau C a la même longueur. Donc, on peut trouver la position, ou bien la deuxième position du point C. On a représenté cette position. À gauche, c'est ce point-là. La même chose pour la deuxième position. Et ainsi de suite. On peut trouver les différentes positions du point C. Et comme ça, on peut représenter le diagramme des espaces. Ainsi de suite, la position 5, la position 6, etc. Et comme vous voyez ici, on va trouver une courbe sinusoïdale symétrique par rapport à l'axe 6. Donc, maintenant, on va représenter cette courbe-là. Comme vous voyez, c'est une courbe sinusoïdale. Passons maintenant à comment déduire la course. Comment déduire la course? Tout d'abord, je dois mesurer le rayon de la manivelle. Par exemple, on va trouver 100 mm. Et puisque le dessin est à l'échelle 2/1, alors on doit multiplier la valeur trouvée par l'inverse de l'échelle. Soit R est égal 100 fois 1/2 qui est égal à 50. Donc réellement, le rayon de la manivelle vaut 50 mm. Quelle doit être la relation entre le rayon et la course? Comme on a vu l'autre fois, la course est égale 2 fois le rayon. Donc 2 fois 50 mm est égal à 100 mm. C'est pour cela qu'on a dit que la course C doit être égale à 100 mm. Passons au diagramme des espaces pour chercher les différentes vitesses, si vous voulez, du coulisseau. La vitesse de rotation uniforme de la manivelle provoque une vitesse de translation variable du coulisseau. Au cours du temps, bien sûr. Le coulisseau s'arrête au bout de sa course, lorsque la tête de la bielle atteint les positions 0 et 6, avant de repartir en sens inverse. Bien sûr, 0 et 6 et la position 12, c'est elle-même la position 0. Dans ces 3 points, la vitesse est nulle. Le coulisseau atteint sa vitesse maximale lorsque la bielle occupe la position perpendiculaire à la manivelle, généralement avant la position 3 et après la position 9, avant de ralentir de nouveau. Celle-là, c'est la position où le coulisseau achève la vitesse maximale, et aussi cette position, le coulisseau achève sa vitesse maximale. Donc on peut classer le cycle si vous voulez, on peut diviser le cycle en 4 temps. Premier temps, on a une accélération vers l'avant. Un deuxième temps, on a une décélération vers l'avant. Ensuite, on a une accélération vers l'arrière. Et enfin, on a une décélération vers l'arrière. Passons à un petit calcul de la cylindrée et du débit. Donc, je vous rappelle que la cylindrée est le volume déplacé par le piston dans l'alésage de diamètre D pour un tour du vilebrequin. Le piston se déplace alors du point mort bas au point mort haut de la valeur de la course C. Donc la cylindrée vaut la surface multipliée par la course. Et puisque la course vaut 2 fois le rayon, donc je peux déduire que la cylindrée vaut la surface multipliée par 2 fois le rayon. Et bien sûr, la surface est bien calculée en
pi d carré sur 4, donc la cylindrée vaut pi d carré sur 4 multiplié par 2 fois r. On va faire une petite application. On vous donne un nombre de cylindres n est égal à 1, l'alésage de diamètre d est égal à 4 cm, le rayon du vilebrequin est égal à 5 cm, on va calculer les cylindrées, donc on va multiplier la surface fois 2 fois le rayon, je trouve la cylindrée est égale à 125,66 cm3. Et puisqu'on a 1 cm3 vaut 10 puissance moins 3 décimètres3, et le décimètre3 est égal à 1 litre, donc on peut trouver que la cylindrée est égale à 0,125 décimètres3, ou bien on dit 0,125 litres. Cherchons maintenant la valeur du débit volumique du compresseur à 500 tours par minute. En réalité, la vitesse de rotation du moteur est à 1500 tours par minute, puisqu'on a un engrenage et on a un rapport d'un tiers, donc c'est pour cela on vous a donné la vitesse de rotation du compresseur à 500 tours par minute. Donc on va calculer le débit volumique. Je vous rappelle que le débit volumique est le volume d'air refoulé en une minute. Certainement, le débit volumique est donné par centimètre cube par minute ou bien litre par minute. Donc on a trouvé que la cylindrée est égale à 125,66 cm3. Et on a donné la vitesse de rotation est égale à 500 tours par minute. Donc le débit volumique, ça sera le produit 125,66 fois 500 qui est égal à 62 832 cm3 par minute. Donc on peut déduire que le débit volumique est égal à 62,8 litres par minute ou bien décimètres cubes par minute. Passons à la quatrième activité, le système de production de godets de yaourt. Le système représenté ci-contre permet de produire et de remplir des godets de yaourt par bloc de 6. Il est constitué d'une unité d'alimentation et d'entraînement, d'une unité de préformage, d'une unité de remplissage, d'une unité de fermeture de godet, d'une unité de découpage, d'une unité d'évacuation et enfin l'unité d'impression qui est l'objet d'étude de la partie technologique. L'unité d'impression permet le marquage sur le godet des différentes instructions concernant le consommateur, date de production, date de validation, etc. grâce à une tête d'impression à jet d'encre assistée par ordinateur et manœuvrée par un système mécanique à transformation de mouvement. Voilà le dessin d'ensemble de l'entraînement de la tête d'impression. Voir le dessin d'ensemble et les présentations aussi en 3D. Et le schéma éclaté. Le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 assuré par un moteur embrayage frein non représenté est transmis à l'arbre de sortie du réducteur 6 grâce à deux couples d'engrenages roue et vis sans fin, 2-3A et 3B9. Un accouplement 13 non représenté transmet par la suite le mouvement de rotation de l'arbre 6 à l'arbre manivelle 25. Une manivelle solidaire à l'arbre 25 et une bielle 23, qui est l'objet de notre étude par la suite, transforme le mouvement de rotation continu en mouvement de rotation alternatif de l'arbre oscillant 21 portant la tête d'impression. Première analyse, l'analyse fonctionnelle. Tout d'abord, en se référant de ces techniques du système, on demande de compléter le diagramme PAST relatif à la fonction principale, assurer la rotation relative du dispositif d'impression. Commençons par la fonction technique FT1. Assurer le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 à l'arbre de sortie du réducteur 6 et adapter sa vitesse. Donc, la fonction technique FT11, transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 à l'arbre de sortie du réducteur 6. Vous voyez ici l'existence du système roue et vis sans fin. On a deux systèmes de roue et vis sans fin. Donc, les processeurs qui vont faire cette tâche, ce sont les deux systèmes roue et vis sans fin, 2, 3A et 3B9. Passons à la fonction technique FT12. Guider en rotation l'arbre moteur 2 par rapport au corps 11. Le guidage de cet arbre-là est assuré par ces deux roulements.
Repère 4, les roulements à une rangée de billes à contact radial 4. Ensuite, la fonction technique FT13, elle est assurée par les deux roulements 12. Vous voyez, les deux roulements 12 ici vont assurer le guidage en rotation de l'arbre 6 par rapport au corps 11. C'est la fonction technique FT13. Passons à la fonction technique FT14, liée complètement la roue dont T9 à l'arbre de sortie du réducteur 6. Cette liaison complète, comme vous le voyez sur le dessin d'ensemble, elle est assurée par la clavette parallèle 8, l'écrou à encoche 7 et la rondelle frein 5. Passons à la fonction technique FT15. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre de sortie du réducteur 6 à l'arbre 25. Cette transmission va être sans changement de vitesse ni modification de type de mouvement si on a certainement un accouplement qui n'est pas représenté. On va l'écrire, donc l'accouplement 13. Passons maintenant à la fonction technique FT2. Assurer la transmission de mouvement de rotation de l'arbre de sortie du réducteur 6 à l'arbre oscillant 21 en adaptant sa vitesse. Donc, on va commencer par la fonction technique FT21. Guider en rotation l'arbre 25 par rapport au boîtier 16. Vous voyez ici l'existence de deux roulements à une seule rangée de billes à contact radial, 26 et 27. Donc, ce sont les composants qui vont assurer la fonction technique FT21. Passons à la fonction technique FT22. Transformer le mouvement de rotation continu de l'arbre 25 en mouvement de rotation alternatif de l'arbre oscillant 21. Cette transformation est assurée, comme vous voyez, par le système bielle-manivelle. La bielle ici, c'est la pièce 23, la manivelle ici, c'est la manivelle 25. Passons maintenant au coussinet 24. La fonction technique FT23 est réalisée par le coussinet 24. Vous voyez le coussinet 24 ici, il va assurer le guidage en rotation du vilebrequin. Donc, on peut dire que le coussinet 24 va guider en rotation la bielle 23 par rapport à la manivelle de l'arbre 25. Passons à la fonction technique FT24. Guider en rotation la bielle 23 par rapport à l'arbre oscillant 21. Vous voyez sur le dessin d'ensemble l'existence de ce coussinet 22. C'est lui qui va assurer la fonction technique FT24. Enfin, on va guider en rotation l'arbre oscillant 21 par rapport au boîtier 16. Cette fonction, elle est assurée par les deux roulements à une rangée de billes à contact radial 14 et 15. Passons à une autre étude. On va étudier la transmission de mouvement avec transformation de mouvement. Le cahier des charges impose une fréquence d'oscillation maximale du dispositif d'impression, F maxi est égal 5 oscillations par minute. Et un angle d'oscillation, bêta est égal 40 plus ou moins 5 degrés. En se référant au dossier technique, on demande deux. Premièrement, calculer le rapport global du réducteur de vitesse. Le rapport global RG est égal, comme vous voyez ici, on vous a donné le nombre de filets des deux vis et le nombre de dents des deux roues. Donc, on peut déduire que le rapport global est égal le nombre de dents des roues menantes divisé par le nombre de dents des roues menées. Donc, Z2 divisé par Z3A multiplié par Z3B divisé par Z9. Donc, vous voyez, le nombre de filets, le nombre de dents existe sur la nomenclature, existe dans la nomenclature. Donc, on peut déduire que le rapport global est égal 4 sur 1800, qui est égal à 1 sur 450. Quand vous le remarquez, le rapport est très petit, certainement, parce qu'on a un système roue et vis sans fin, qui nous donne une réduction importante. Deuxièmement, calculer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie du réducteur 6. Donc, on a le rapport global. On peut dire que le rapport, c'est un rapport de vitesse, alors c'est la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. On peut déduire que la vitesse de sortie ici, la vitesse de l'arbre 6, la vitesse de rotation bien sûr, la vitesse de rotation de l'arbre 6 est égale
le rapport multiplié par la vitesse de rotation du moteur. Donc, en appliquant la formule, on trouve 1 sur 450 fois 2250, on va trouver la vitesse de rotation de l'arbre 6 est égale 5 tours par minute. Troisième question, déduire alors la vitesse de rotation de l'arbre manivelle 25. Donc, ici l'arbre 25, il est lié à l'arbre 6 à travers un accouplement. Et on sait que l'accouplement ne change ni la vitesse, ni le type de mouvement. Donc, certainement, la vitesse de rotation de l'arbre 25 est égale à la vitesse de rotation de l'arbre 6 qui est égale à 5 tours par minute. Passons à une autre étude. On va calculer la vitesse linéaire au point A de l'arbre manivelle 25. VA25 par rapport à 16 en millimètres par seconde. On donne OA est égal à 20 mm. Certainement, OA est le rayon de la manivelle. Donc, on peut déduire la vitesse, si vous voulez, la vitesse linéaire du point A appartenant à la manivelle. Avec la formule qui dit la vitesse V de A appartenant à 25 par rapport à 16 est égale à le rayon multiplié par la vitesse angulaire, oméga 25. Donc VA25 par rapport à 16 est égal à OA qui est le rayon multiplié par oméga qui est la vitesse angulaire qui est égal à OA multiplié par 2πn sur 60, 2πn25 sur 60. Donc je peux déduire que VA25 par rapport à 16 est égal à 20 fois 2π fois 5 sur 60. On va trouver la valeur de la vitesse qui est égale à 10,47. Quelle doit être l'unité ici? On a OA est exprimé en millimètres, on a oméga est exprimé en radians par seconde, donc certainement cette vitesse soit 10,47 mm par seconde. Donc on peut déduire que la vitesse VA25 est égale à 10,47 mm par seconde. Représentée à l'échelle donnée sur le schéma ci-contre la vitesse linéaire de la manivelle 25 au point A, sachant que la vitesse VA25 par rapport à 16 est donnée 10,5 mm par seconde. Comment on va représenter cette vitesse? Tout d'abord, on sait que la vitesse, ici, une vitesse linéaire, donc certainement c'est une vitesse tangentielle à la trajectoire du point A, passant par le point A et perpendiculaire au rayon de la manivelle. Donc, on va, avant ça, on va chercher l'échelle. L'échelle ici est égale à 1 mm. Pour 1 mm, on a 0,3 mm par seconde. Donc, certainement, cette vitesse, qui est égale à 10,5 mm par seconde, doit être multipliée par l'inverse de l'échelle. C'est-à-dire, on va diviser 10,5 par 0,3. On trouve 35 mm. Donc, réellement, on va représenter la vitesse VA25 par rapport à 16 d'une valeur est égale 35 mm, tangente à la trajectoire, passant par le point A et perpendiculaire au rayon perpendiculaire à la manivelle. Donc, on peut représenter cette vitesse-là, c'est la vitesse VA25 par rapport à 16. Passons à la sixième question. Représenter sur le schéma ci-contre la trajectoire TB du point B appartenant à l'arbre oscillant 21 par rapport au boîtier 16. Donc, la trajectoire du point B, vous voyez que le levier 21, il a une liaison pivot avec le bâti 16. Donc, certainement, le mouvement de la bielle 21, ça sera un pivotement. Donc, je dois mesurer cette distance entre O et B. Je prends un compas, je mets la pointe sèche au centre de rotation et je trace un arc de cercle. C'est la trajectoire TB. Passons maintenant, on va représenter les deux positions de la bielle 23 lorsque sa tête occupe les positions A1 et A2 et son pied occupe respectivement les points B1 et B2. Vous allez représenter les points B1 et B2, puis déduire l'angle d'oscillation β de l'arbre oscillant 21. Tout d'abord, on va mesurer la distance AB, la bielle 23. Et puis, on va
pointer la pointe sèche sur le point A1 et on trace l'arc de cercle qui va couper la trajectoire TB en un point s'appelle B1. Donc on peut représenter maintenant la position numéro 1 des deux bielles 23 et 21. Passons à la deuxième position. La même chose, je vais tirer la distance AB, je mets la pointe sèche au point A2 et je vais représenter un arc qui va couper la trajectoire au point B2. Donc, je peux déduire la deuxième position. Dans ce cas, on peut mesurer par un rapporteur l'angle que fait entre la position 1 et la position 2. Vous voyez ici, on va trouver notre angle β qui est égal à peu près 38 degrés. Vérifions maintenant si la fréquence et l'angle d'oscillation répondent aux conditions imposées par le cahier de charge, puis justifiées. Donc, on a trouvé que pour un tour de la manivelle 25, l'arbre oscillant 21 fait une seule oscillation, un pivotement alternatif. Donc, si N25 égale 5 tours par minute, alors la fréquence est égale 5 oscillations par minute. Et on a trouvé β est égal 38 degrés. Bien sûr, elle est comprise entre 35 et 45 degrés. Par conséquent, la fréquence et l'angle d'oscillation répondent aux conditions imposées par le cahier de charge fonctionnel. Passons à la dernière activité, le dispositif d'avance de tour automatique. Comme vous voyez, à partir de la rotation continue de la cam, on va provoquer la translation alternative du fourreau 1. Voilà le dessin d'ensemble. Donc le mouvement d'avance de l'outil est donné au fourreau, porte au fourré 1, grâce à la cam 18 entraînée en rotation par un moteur. Donc la cam fait une rotation continue, le fourreau fait une translation alternative. Étude de réversibilité du dispositif d'avance de tour automatique. En essayant de faire translater le fourreau, on constate que la cam 18 ne tourne pas. On dit alors que le système à cam est irréversible. Bien sûr, c'est un rappel à la réversibilité des cams. Les cams, les systèmes à cam, ce sont des systèmes irréversibles. Je vous rappelle aussi les différents types de cam. On a la cam disque, l'existence ici du ressort, c'est pour maintenir un contact permanent entre la tige ou le galet et la cam. On a le deuxième type, on a la cam à rainure. On a vu aussi la cam tambour ou bien la cam cloche et la cam à plateau rainuré. Maintenant, on va représenter, si vous voulez, le diagramme des espaces à travers un cahier de charge. Pour percer une série de pièces pendant un temps optimal et sans endommager le fourré ni abîmer l'état de surface des pièces percées, le bureau d'études a classé les opérations de perçage d'une pièce en 5 phases ordonnées comme suit. La première phase, c'est une approche rapide, c'est une phase d'approche rapide. Avance rapide de l'outil à vitesse constante sur 20 mm pendant 1/6 de tour. La deuxième phase, c'est une phase de perçage. Avance lente, avance étudiée, c'est une avance lente de l'outil à vitesse constante sur 25 mm pendant 1/3 de tour. La troisième phase, c'est une phase de finition. C'est un maintien de l'outil en position pendant 1/12 de tour. La quatrième phase, la phase 4, c'est une phase de débourrage. Retour rapide de l'outil à vitesse constante pendant 1/4 de tour. Et la phase finale, c'est une phase d'attente. Le système doit reposer pour le reste du temps. C'est un temps alloué pour l'arrivée de la pièce suivante. Commençons par la première phase. On va représenter le diagramme des espaces qui va répondre à ce cahier de charge. On a dit avance rapide de l'outil à vitesse constante sur 20 mm pendant 1/6 de tour. Donc, 1/6 de 12 intervalles de temps, c'est-à-dire 2 intervalles de temps. Pendant cet outil va se déplacer 20 mm. Donc je peux représenter
cette période, si vous voulez, ou bien cet intervalle de temps, cette phase. Deuxième phase, c'est une phase de perçage. C'est une avance lente de l'outil à vitesse constante sur 25 mm pendant un tiers de tour. Et on a dit qu'un tour, il est divisé en 12 intervalles de temps. Si on dit un tiers de tour, c'est-à-dire un tiers de 12, 4 intervalles de temps, entre 2 et 6. Dans cet intervalle de temps, le fourreau doit avancer 25 mm de plus. C'est pour cela qu'on a représenté ce diagramme. Passons à la troisième phase. Phase 3, c'est une phase de finition. On va maintenir le fourreau à sa position pendant un deuxième de tour. C'est-à-dire entre le 6e et le 7e temps, c'est-à-dire cet intervalle de temps, on n'a ni avance ni retour. Quatrième phase, c'est la phase de débourrage. Donc c'est un retour rapide de l'outil à vitesse constante pendant un quart de tour. Un quart de 12 intervalles de temps, c'est 3 intervalles de temps entre 7 et 10. On a un retour vers la position initiale. Et enfin, la phase finale, c'est une phase d'attente, repos sur le reste du temps, c'est-à-dire entre 10 et 12, on n'a ni avance ni retour. Et voilà le diagramme des espaces. Voilà notre cam disque est prête. Comme vous voyez, en réalité, la cam fait une rotation continue, mais le galet et le suiveur vont faire des translations alternatives et très bien calculées. Maintenant, dans la deuxième phase, celle-là c'est la troisième phase. Maintenant, c'est la quatrième phase et la phase finale, c'est une phase ni avance ni retour. Calcul de la vitesse d'avance du fourreau. On va calculer la vitesse d'avance du fourreau, sachant que la série des pièces à percer sont en alliage d'aluminium et que les paramètres de coupe choisis sont la vitesse de coupe est égale à 100 mètres par minute, le diamètre du forêt est égal à 15 mm, l'avance par tour Fn est égale à 0,5 mm par tour. Calculez alors la vitesse de rotation du mandrin porte-pièce. On a donné la vitesse de coupe est égale à 100 mm, le diamètre est égal à 15 mm, donc on peut déduire la vitesse de rotation avec la formule qui dit la vitesse de rotation est égale à 1000 fois Vc divisé par pi fois d. Donc, après tout calcul fait, on va trouver la vitesse de rotation du mandrin porte-pièce est égale à 2122 tours par minute. Passons à la deuxième question. Calculer la vitesse d'avance du fourreau VAF. La vitesse d'avance du fourreau ici est égale à l'avance par tour multipliée par la vitesse de rotation du mandrin porte-pièce. Donc, je peux déduire que la vitesse d'avance du fourreau est égale à 1061. Quelle doit être l'unité de cette vitesse? Vous voyez ici, l'avance par tour, l'unité c'est le millimètre par tour, multiplié par la vitesse de rotation NMP, c'est en tours par minute. Donc, millimètre par tour multiplié par tour par minute, on va trouver la vitesse en millimètres par minute. Comment on va la convertir en millimètres par seconde? Une minute vaut 60 secondes, donc tout simplement je dois diviser par 60, je vais trouver 17,7 mm par seconde, qui est égal à 17,7 fois 10-3 mètres par seconde. On va calculer maintenant la vitesse de rotation de la cam. Tout d'abord, calculer la vitesse d'avance de porte-galet 14 lors de l'opération de perçage en mètres par seconde. Donc, on a les pièces, le porte-galet 14, la bride pivotante 10, le corps 15 et le fourreau 1. Voilà un petit schéma descriptif du mouvement. Donc, on a l'entraxe, si vous voulez, entre le fourreau et l'axe de pivotement R1. Entre l'axe du porte-galet 14 et l'axe de pivotement, on a R2. Sachant que R1 égale à 38 mm, R2 est égal à 26 mm, comment on va calculer maintenant la vitesse d'avance du porte-galet 14?
puisqu'on a la vitesse donnée lors du perçage, donc certainement la bride a un mouvement rotatif, donc elle a une vitesse angulaire, s'appelle oméga 10. La vitesse d'avance du fourré, on a trouvé, est égale à 17,7 mm par seconde. La question qui se pose maintenant, quelle doit être la vitesse d'avance du porte-galet 14? Quelle doit être la relation entre la vitesse d'avance du fourreau, la vitesse angulaire, les rayons R1 et R2 et la vitesse d'avance du porte-galet 14. Donc, on sait que la vitesse d'avance du fourreau, qui est égale à V1, est égale le rayon R1 multiplié par la vitesse angulaire oméga 10. Et aussi, la vitesse d'avance du porte-galet 14 est égale le rayon R2 multiplié par oméga 10. Donc, on peut déduire que oméga 10 est égal ou bien V, vitesse d'avance du fourreau divisé par le rayon R1, ou bien la vitesse d'avance du porte-galet 14 divisé par R2. Donc, on peut déduire que la vitesse d'avance du porte-galet 14 est égale la vitesse d'avance du fourreau multipliée par le rayon R2 divisé par le rayon R1. Pour cela, après tout calcul fait, je vais trouver la vitesse d'avance du porte-galet 14 est égale 0,0121 mètres par seconde. En millimètres par seconde est égal à 12,1 mm par seconde. Petit b, calculer la durée de l'opération de perçage. On va chercher le temps de perçage. La vitesse, on sait que la vitesse d'avance du porte-galet, en fait, c'est la course divisée par le temps. Donc, on a la course C est égale à 25 mm. On a donné dans le cahier de charge, la course C, lors du perçage, est égale à 25 mm. On a trouvé la vitesse d'avance du porte-galet est égale à 12,1 mm par seconde. Donc, l'équation est simple. On va déduire le temps du perçage. Donc, on va diviser la course divisée par la vitesse. On va trouver 25 divisé par 12,1, on trouve 2,066 secondes. C'est le temps de perçage. Passons maintenant on va calculer la vitesse de rotation de la came. La phase 2 est réalisée sur un tiers de tour de durée de 2,066 secondes. Donc on peut déduire un tour complet de la came vaut 2,066 fois 3, qui est égal à 6,2 secondes. Donc, on a pour un tour, t est égal à 6,2 secondes. Donc, pour une minute, qui est égale à 60 secondes, la came fait 60 divisé par 6,2, qui est égal à 9,68 tours. Donc, je peux déduire que cette valeur-là, c'est la vitesse de rotation. NC est égal alors 9,68 tours par minute. Chers élèves, on a terminé la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne révision, excellente réussite. Merci, à bientôt et au revoir.